Vous écoutez Derrière le point .fr, un podcast qui décrypte les enjeux de l'Internet d'aujourd'hui et de demain. Dans cette collection, nous revenons sur la bascule de l'ensemble des services d'enregistrement et de gestion des noms de domaine en .fr et ultramarins en octobre 2022. Découvrez dans cet épisode la genèse de ce projet d'envergure avec notre invité Régis Massé, directeur des systèmes d'information et directeur technique de l'AFNIC. Mais avant cela, plantons le décor. Épisode 1, 23h, le lancement. Nous sommes le 1er octobre 2022. Dans les locaux de l'AFNIC, l'ambiance est calme et studieuse. C'est le jour tant attendu, celui de la bascule de l'ensemble des services d'enregistrement et de gestion des noms de domaine en .fr et ultramarins. Il est bientôt 23h, l'heure de lancer l'opération. Cette bascule, c'est l'aboutissement d'un projet structurant, de grande ampleur, qui s'est déroulé en plusieurs étapes et qui a impliqué de nombreuses parties prenantes. Le chef d'orchestre de cette opération, c'est Régis Massé. Ingénieur EPITA de formation, il est depuis 2014 le directeur des systèmes d'information et directeur technique de l'AFNIC. Et c'est d'ailleurs cette année-là que l'AFNIC prend une décision de taille, refondre entièrement l'ensemble des services d'enregistrement et de gestion des millions de noms de domaine opérés par l'AFNIC. L'objectif ? Conserver une pleine maîtrise de l'infrastructure majeure de l'Internet français. Alors Régis Massé, bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous pour ce premier épisode. Pour commencer, Régis, je vous propose de revenir sur la genèse de ce projet d'envergure que vous avez vécu aux premières loges. Qu'est-ce qui vous a décidé en 2014 à refondre entièrement le système informatique de l'AFNIC ? Vous savez David, avec l'entrée en vigueur du RGPD et puis l'évolution constante des normes de sécurité, il devenait urgent pour nous de revoir notre système d'information métier de fond en comble. Il fonctionnait très bien, mais il commençait à être lié à certaines contraintes, des langages de programmation vieillissants, des difficultés de trouver des équipes sur ces anciens langages, et puis une difficulté de livrer suffisamment rapidement des nouvelles fonctionnalités à nos clients. Du coup, vous avez fait ce choix pour répondre à quel besoin, en fait, précisément ? Sur le programme, en fait, il y avait deux objectifs majeurs. C'était pouvoir livrer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement à nos clients. D'accord. Et même de pouvoir livrer des améliorations, sans que ce soit des nouvelles fonctionnalités, plus rapidement à tous nos clients. Et puis également, aller plus vers de l'open source, c'est-à-dire pouvoir faire de la maîtrise de coûts, se séparer des éditeurs. D'accord. Et au-delà de ça, on avait une volonté de rester vraiment indépendant pour cette solution, c'est-à-dire garder la maîtrise en interne du code par nos équipes et de l'infrastructure, c'est-à-dire de ne pas se rapprocher des GAFAM et donc de ne pas utiliser les services que l'on peut avoir dans le cloud, par exemple. La souveraineté française, y compris et surtout sur ces sujets-là. Exactement. Pourquoi c'est important d'être indépendant, Régis ? Notre cœur métier est assez spécifique puisqu'en fait, on est, seul au niveau national à gérer ce registre de noms de domaine. Donc, même quand on essaye de faire des partenariats avec nos homologues étrangers, on se rend compte qu'en fait, que chacun veut garder la maîtrise de son système d'information métier, le cœur de l'usine. Et finalement, notre indépendance, elle passe par les homologues d'une part, mais également par des produits open source, parce qu'on ne veut pas être lié à des éditeurs. Un éditeur qui va changer ses tarifs, un éditeur qui va décider de changer ses solutions, pourrait nous mettre en difficulté. Et à partir de ce moment-là, notre choix, en fait, c'est vraiment de garder cette maîtrise, de garder la maîtrise de ce que l'on développe, de ce que l'on produit et de ce que l'on livre à la communauté. Et en étant le plus indépendant possible, on peut vraiment conserver cette maîtrise. Alors Régis, une fois que la décision est prise, par quoi avez-vous commencé pour ce projet ? Quand on a lancé le projet, en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est une véritable étude en profondeur de notre système d'information actuel, de manière à en prendre toutes les dimensions et ne rien oublier, puisqu'on repartait de la feuille blanche derrière dans le cadre du programme. On a regardé également si on pouvait éventuellement s'associer avec des partenaires, que ce soit des partenaires français ou étrangers. Et puis finalement, on a pris la décision de développer l'ensemble de nos éléments, de nos composants en interne avec nos équipes. Et ça, c'était en 2018 ? Ça, c'était en 2018, lorsqu'on a vraiment... Après les difficultés de lancement de programme que l'on a pu avoir sur les années précédentes, le temps de mettre tout en œuvre, là, effectivement, il y a une décision de partir avec les équipes, d'une part les équipes de développement, mais également les équipes IT. Régis, une fois que la décision est prise, c'est bon, on y va. Par quoi vous avez commencé ? On commence par regarder un petit peu de l'archéologie de notre système d'information. On avait eu quelques opérations un petit peu délicates au début du programme parce que on a essayé de voir si on pouvait faire évoluer notre système avec les technologies de l'époque, ce qui ne semblait pas une bonne idée. Et puis ensuite, on a essayé de voir si on pouvait faire des partenariats, monter des partenariats avec des partenaires, des homologues même de nos métiers, nous permettant en fait de travailler ensemble sur ce sujet. Ça n'a pas apporté les fruits qu'on voulait. Donc en 2018, en fait, on a reconstruit un programme sur
un peu plus de 3 ans, D'accord. pour refondre nous-mêmes de zéro, de la feuille blanche, notre système d'information métier. Combien de personnes a investi dans ce projet, Régis ? Environ une trentaine, D'accord. parce qu'il a été pris comme décision de ne pas seulement refaire la partie logicielle avec l'équipe de développement, mais également revoir toute l'infrastructure technique avec les équipes IT. Alors, le déploiement s'est déroulé en plusieurs étapes. Les premières bascules ont commencé pendant le confinement, d'ailleurs, je crois. Oui, pour que le projet soit intéressant, il faut toujours qu'il y ait des choses un petit peu nouvelles qui arrivent et qui soient des imprévus. En fait, le programme a été construit par lot avec une évolution en fonction des extensions que l'on gère. C'est-à-dire qu'on a commencé par migrer sur ce nouveau système les extensions de marque. Et ça, on l'a fait au printemps 2020, juste après avoir été confinés tous au moment de la Covid-19. Et puis ensuite, notre système a continué d'apporter des fonctionnalités, de s'enrichir. Et puis là, on a fait une deuxième phase de migration pour ce qu'on appelle les extensions ouvertes, comme le point Paris ou le point Alsace, le point Bézache ou d'autres. Et ça, on l'a fait en septembre 2021. D'accord. Et à partir de là, on a intégré tout ce qui était spécifique au point FR. Ça a encore demandé quelques mois de travail pour une migration de tous ces services FR et ultramarins le 1er octobre 2022. Pourquoi vous avez choisi de séquencer de cette manière ? Ça servait à quoi, ce séquencement ? Alors, ça servait à deux choses. En fait, ça servait à pouvoir livrer et valider des fonctionnalités que l'on produisait au fur et à mesure du temps, de pouvoir livrer nos clients de façon séquentielle pour ne pas avoir en fait une livraison globale de tous nos clients au même moment, parce que les temps de migration peuvent être relativement longs et complexes. Et j'imagine qu'il y avait une certaine formation à faire vis-à-vis des utilisateurs finaux, et donc ça peut peut-être pas se faire en même temps pour tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, le programme était assez lourd puisqu'on refondait tout le système. Il faut savoir que notre métier est basé sur des normes de l'Internet, ce qu'on appelle des Requests for Change, des RFC, qui sont très précises et qui permettent à nos clients bureaux d'enregistrement de travailler avec la France, bien évidemment, mais avec des registres dans le monde. Donc, il faut respecter des normes qui sont très, très précises. Et le fait de pouvoir livrer au fur et à mesure nos clients nous permettait de leur fournir la documentation, de leur fournir les environnements de test et de pouvoir fournir au fur et à mesure du temps des choses qui nous permettaient de valider et de cranter le projet en disant OK, cette partie commune est faite et validée. Maintenant, on va attaquer des choses spécifiques pour certains clients de marque, par exemple, puis des clients de région et ensuite des spécificités FR. Le 1er octobre 2022, c'est un samedi, Régis. C'est le jour que vous avez sélectionné pour opérer cette bascule. Pourquoi avoir choisi de lancer cette opération le samedi 1er octobre ? Alors, c'est pas du tout le fruit du hasard. Ce choix de date est tout d'abord lié, en fait, à une analyse et un retour d'expérience qu'on a eu des livraisons des années précédentes. Il y a des éléments administratifs qui sont à gérer dans notre métier. Par exemple, la facturation. Changer de système en milieu de mois quand on fait de la facturation, c'est compliqué. Des opérations, c'est compliqué. On l'a fait sur des volumes pour les extensions comme le point Paris, par exemple, qui avait environ 20 000 noms de domaine. Et on a vu les actions qu'il a fallu faire de contrôle. Quand on parle du point .fr et des 4 millions de noms de domaine du point .fr, ben là, ça demande beaucoup plus d'opérations. Ça aurait demandé beaucoup plus de contrôle. Et donc, il a été décidé de se faire un premier du mois. Et puis derrière, on était prêt à partir de juin 2022, on était prêt. Oui, mais faire l'été, c'est peut-être pas simple avec les congés des uns des autres. Exactement. Entre les congés de nos équipes, les congés des clients, donc les bureaux d'enregistrement avec qui on avait vraiment besoin de travailler pour être sûr que cette bascule se passe au mieux. Septembre, c'était juste la rentrée scolaire et la rentrée des vacances. Donc, on a décidé d'être sur ce 1er octobre, sachant que le 1er novembre, c'est même férié en France. Donc, il fallait pas aller trop loin non plus. Et bon, c'est tombé un samedi, mais finalement, c'était pas mal parce que, en plus, le week-end, il y a un peu moins d'activité. Donc, ça permettait aussi de soulager la bascule et de la voir de façon plus sereine aussi pour nos clients. Alors, ce projet de bascule a été l'occasion d'apporter au système d'enregistrement et de gestion des noms de domaine de réelles améliorations de performance. Quelles sont les grandes avancées techniques, Régis ? Alors effectivement, David, comme on refaisait ce projet de zéro, c'était l'occasion pour nous vraiment de tirer parti des nouvelles technologies et de prendre des décisions structurantes pour ce système d'information. Alors c'est quoi les derniers standards à ce moment-là ? Alors, les derniers standards, c'est déjà de passer de ce qu'on appelle la virtualisation à la conteneurisation. Si on parle de logiciel, on va parler de VMware pour la virtualisation, à des technologies comme Kubernetes pour la conteneurisation. Et donc ça a été une décision de transformer l'intégralité de notre système vers cette conteneurisation complète pour nous permettre en fait d'être plus évolutifs. La conteneurisation permet ça, d'être plus évolutif pour la suite. Exactement, ça permet surtout de pouvoir étendre les capacités d'un système plus facilement. Alors, il y a effectivement le côté sécurité qui n'est pas à négliger, mais qui peut être fait aussi par la virtualisation. Par contre, la conteneurisation nous permet d'être beaucoup plus évolutif en termes de volumétrie pour intégrer de nouveaux clients, par exemple, ou intégrer des opérations spécifiques et ponctuelles. Donc, un système plus évolutif. Oui.
Ensuite, on a décidé de s'écarter, et ça c'est toujours dans la volonté de l'AFNIC de travailler beaucoup avec des produits open source, de s'écarter de Oracle en termes de base de données pour aller vers du Postgres. Aujourd'hui, Postgres, qui est un système open source, a une performance et des fonctionnalités qui nous permettent en fait de gérer vraiment notre métier et notre système d'information. Donc arrêter de payer en fait des licences chez des éditeurs, c'était important pour nous. Et c'est aussi l'idée de devenir de plus en plus indépendant et d'être dans une logique open source totale. Tout à fait. Ça c'est vraiment un point important et c'est pour ça que aussi on a transformé les technologies de développement. Ouais. C'est-à-dire que on est parti sur des technologies qui sont assez standards et répandues maintenant comme Java, Angular et puis même Rust, qui est un langage de programmation très métier, très bas niveau, très couche basse, mais qui nous permettait en fait de renforcer plein d'éléments de sécurité en termes de publication des données du DNS, par exemple. Et ça a comme avantage de pouvoir faciliter le recrutement pour nous. Parce que trouver des développeurs sur les anciennes technologies que l'on avait, ça a été une difficulté du programme de pouvoir se dire, OK, si on veut continuer dans nos anciennes technologies, on va avoir du mal à trouver des développeurs à un moment, alors que là, on a pu vraiment recruter des équipes. Comme l'on veut garder la souveraineté de nos développements et la maîtrise de nos développements en interne, d'avoir nos équipes sur ces nouvelles technologies était important. Un enjeu de rapidité, de traitement, peut-être? Oui. Notre nouveau système, en fait, a augmenté les performances en un facteur entre 5 et 20 suivant les opérations. D'accord. Donc, c'est important pour nos clients parce que ça leur permet plus de facilité, plus de souplesse, plus de réactivité pour interagir avec notre système lorsqu'on parle d'échanges machine to machine, puisque en fait, dans une partie des échanges qui sont liés à un extranet, l'humain va de toute façon saisir des formulaires et là, il y avait un aspect ergonomie qui est important dans le développement de nos interfaces. Mais pour l'aspect machine to machine, l'Internet va de plus en plus vite, les besoins vont de plus en plus vite, les connexions vont de plus en plus vite et donc notre système devait améliorer ses performances, etc. Et peut-être automatiser certaines opérations qui étaient manuelles avant. Tout à fait. Il y avait effectivement des choses qui étaient automatiques et puis il y avait des opérations qui ne pouvaient être faites que manuellement, des exports d'informations, des exports de données par exemple, ou certaines opérations qui devaient être faites par des opérateurs derrière des extranets. Et là, on a eu une idée sur ce programme et on est assez novateur puisqu'on est le premier système dans notre cœur métier à l'avoir mis en place, c'est-à-dire de fournir à nos clients un ensemble d'API leur permettant en fait d'automatiser de façon simple, puisque les API aujourd'hui c'est quelque chose qui est très connu, très répandu. Les développeurs web les utilisent au quotidien. Donc de pouvoir intégrer et développer dans leur système d'information, dans leurs extranets, nos fonctions de registre de façon simple. Et ça aujourd'hui, il y a pas mal de clients, on le voit, qui sont passés sur cette chose-là parce que mettre en place le système vraiment automatisé, normalisé peut être complexe, demande des ressources. Pour des bureaux d'enregistrement et des clients dont les équipes informatiques sont de taille modeste, ça permet vraiment, ça leur donne un plus pour le faire. Et d'ailleurs, on le voit puisque nos homologues qui font évoluer leur système d'information commencent à nous copier et commencent à proposer également des services par API. Mais on est très fiers de l'avoir lancé, nous, j'irais, en tant que premier sur ce domaine-là. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est une API, là, vu qu'on en parle, Régis ? Oui, alors on va déjà essayer de remettre un terme derrière cet acronyme. C'est donc une Application Programming Interface, c'est-à-dire des interfaces, des connecteurs qui vous permettent facilement pour un développeur de se connecter à un système d'information. Des API, aujourd'hui, on en trouve partout. On arrive à se connecter à plein d'API, que ce soit des API chez Google, des API chez Facebook, des API autres. Et nous aussi, on avait envie de fournir ces composants que tout le développeur web aujourd'hui sait utiliser et intégrer rapidement dans un site web à lui. Donc un système tourné vers le futur parce que au dernier standard technologique, plus rapide, permettant de l'automatisation, permettant de l'APIisation, avec une souveraineté, tout en permettant d'avoir des montées en charge et des traitements plus rapides. C'est ça l'idée, ce que vous avez mis en place dans ce projet. Mais il y a aussi la sécurité qui était une priorité absolue, je crois, dans ce nouveau système. Ouais, je vous parlais tout à l'heure de RGPD et de sécurité. Bon, alors le RGPD, en fait, on a eu des adaptations qui ont été faites au fil de l'eau, puisque nous, on protégeait déjà et on masquait les données des titulaires personnes physiques depuis l'origine de l'AFNIC. Donc finalement, le RGPD n'a pas été trop dur à intégrer, mais la sécurité, avec la directive Nice européenne et l'arrivée de la version 2, maintenant, dont le décret est sorti en décembre 2022, l'idée, en fait, d'une démarche by design, c'est-à-dire à la conception, nous a permis vraiment de sécuriser et d'augmenter les niveaux de protection en fait de nos infrastructures. Alors la robustesse des mots de passe, mais ça c'est évident, mais l'authentification 2 facteurs à plusieurs niveaux, et puis de pouvoir aussi lutter contre les attaques cyber
contre les attaques par déni de service, des incidents, et de pouvoir assurer une pérennité de notre système d'information toujours meilleur, parce qu'on sait que l'attaque, c'est quelque chose qui devient le quotidien du monde de l'Internet, et qu'il est important pour notre communauté, pour la communauté Internet française, de pouvoir avoir un système qui est résilient aux pannes et qui est résilient pour que le DNS fonctionne sans s'arrêter. Et bien après avoir évalué en profondeur les technologies présentes sur le marché, la FNIC a donc fait le choix d'une réécriture complète de ses systèmes d'enregistrement, vous l'avez compris, un véritable bond en avant au service de la souveraineté numérique française. Merci beaucoup, Régis Massé, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir apporté toutes ces informations sur l'étendue du projet. Merci David. Un projet de longue haleine donc, et intégralement made in France. Dans le prochain épisode, nous détaillerons le lancement de l'opération technique qui s'est déroulée dans la nuit du 1er octobre 2022. Restez éveillés et bonne écoute sur derrière le.fr.